Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christian Potello, je suis journaliste pour le média GoMet, média en ligne. GoMet veut dire en avant la métropole. GoMet, c'est un média économique indépendant du territoire. Et avec bonheur, nous sommes partenaires depuis le début d'Emerging Valley parce que nous sommes très sensibles d'abord à l'amitié que l'on a pour Samir Abdelkrim et puis à tout ce qui se fait ici en direction de la Méditerranée et de l'Afrique et qui se fait avec une efficacité et une convivialité exceptionnelle que l'on retrouve toujours ici, qui réussit à braver même le froid et le Mistral. On a 40 minutes pour débattre de la francophonie. C'est pas toujours une donnée que l'on prend en compte dans les échanges et les coopérations entre l'Europe et l'Afrique. C'est un point à part, ça évoque peut-être d'autres choses qui n'étaient pas forcément dans l'égalité des pays. La francophonie aujourd'hui est autre chose, c'est la prise de guerre qu'évoquait Senghor quand il parlait de la langue française. C'est aussi ce qui dessine des relations que nous avons en Méditerranée, en Afrique et puis ailleurs, au Canada par exemple. C'est aussi une organisation et c'est aussi des coopérations. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble avec des acteurs qui sont réunis avec nous aujourd'hui. Nous avons avec nous Lorraine Falconetti, qui est chargée de mission à la direction des relations internationales et européennes de la ville de Marseille, à ma gauche. Dragana Drincourt, coordonnatrice du programme Entreprendre de l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour. Voilà. Denitsa Dainoska, qui est responsable de projet, direction de projet, toujours à l'Agence universitaire de la francophonie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Léna Charbonnier, fondatrice de Aune. Bonjour. On va parler fringues et mode avec vous. Pascal Canic, qui est cofondateur de School Lab, dont on a déjà parlé ici à Marseille, qui est... Bonjour. Qui est avec nous, qui a créé son entreprise, c'est une entreprise, hein, au Congo d'abord, je crois, voilà, et puis qui veut essaimer aujourd'hui dans les pays francophones. Et puis on a Noah Claire, qui est président d'Accède Provence Entrepreneur, il est à l'école de management Cage, et il a participé à la création et à l'animation des phares de l'entrepreneuriat. Accède, c'est un peu une junior entreprise, ça n'en a pas tout à fait le nom, mais c'en est une quand même. On va commencer... Bonjour à tous. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer peut-être par clarifier un petit peu ce que c'est que l'Agence universitaire de la francophonie, un des outils de la francophonie. Nous, on connaît les sommets. Hein, dire quand on s'y intéresse pas trop, on voit les sommets. Ça se passe pas, ça se passe bien. Mais l'Agence universitaire de la francophonie, par contre, quand on descend sur le terrain, bien travaillé à un moment donné au Liban, on voit que l'Agence universitaire de la francophonie, ça veut dire quelque chose pour un certain nombre d'établissements d'enseignement au Liban. Dites-nous concrètement ce que c'est et puis quel impact ça a sur le territoire, dans quelles actions ça se traduit. Merci. Donc, l'Agence universitaire de la francophonie, donc l'AUF, est une association à la base de plus de 1000 universités, centres de recherche et réseaux scientifiques qui sont membres de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous avons aussi un double statut, un statut d'opérateur du sommet, justement, des chefs d'État. Et nous regroupons donc tous ces établissements, ces universités, pour favoriser la coopération internationale entre les établissements du Nord et du Sud, plus largement. Et nous sommes, donc ces membres sont répartis à environ 120 pays. Nous avons à l'AUF... Donc pas que des pays francophones. Aussi non francophones, oui, justement. Les universités, même peu ou partiellement francophones, peuvent être membres de l'AUF, justement. Nous avons un réseau mondial très, très vaste d'universités, de centres de recherche et, comme je l'ai dit, de réseaux aussi, plus de 30 réseaux scientifiques universitaires qui sont soutenus par l'AUF. Nous avons aussi, je fais une parenthèse par rapport à notre intervention aujourd'hui, des clubs leaders étudiants francophones qui ne sont pas membres, mais qui sont soutenus par l'AUF depuis 2022. Et donc, c'est vraiment un programme qui est dédié à la jeunesse étudiante. Nous sommes implantés, notre siège est à Montréal. Nous avons été créés en 1961 à Montréal. Et notre siège est donc à Montréal. Le rectorat est à Paris. Donc, nous représentons la direction des projets qui est à Paris.
Et nous avons 10 directions régionales qui couvrent l'ensemble des continents. Nous avons des antennes. Régionales, vous n'entendez pas les régions françaises, vous entendez Non, c'est des régions AUFPN. Il y Des a régions, pas une, voilà. Donc on a des régions, la région par exemple Amérique, la région Europe centrale et orientale, la région Europe occidentale, la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe et Océan Indien, Asie-Pacifique et Caraïbes. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié d'autres régions. Et donc, nous sommes à peu près 400 personnels répartis dans environ 200 implantations, donc, dont les directions régionales, les antennes, les bureaux nationaux. Nous avons plus de 160 espaces de service. Donc, on est très, très implanté au niveau non seulement régional, mais local, dans chacun des pays. Et nous avons... Et avec ces implantations, qu'est-ce que vous faites alors ? Eh bien, c'est des espaces de service dédiés aux étudiants, aux jeunes, aux enseignants-chercheurs et Et qu'est-ce qu'ils peuvent trouver quand ils voient bureau AUF Bureau AUF, tout un accès de services, par exemple, dans les campus numériques francophones, ça peut être des formations, de l'appui à des ressources documentaires. Dans les centres d'employabilité francophone, nous avons des services qui permettent aux étudiants d'avoir accès aussi à des certifications, à l'appui à la pré-incubation entrepreneuriale pour les étudiants qui veulent justement se lancer dans cette perspective-là, où ils ont une idée de projet et puis ils viennent se renseigner, on les aide, on les oriente et on anime aussi des activités dans ce domaine-là. Et donc, dans le cadre du programme Entreprendre que je coordonne depuis 2022, c'est un programme qui est inspiré du dispositif Pépite France, qui est partenaire. Nous sommes également partenaires de BPI France, justement, dans un certain nombre de projets que nous déployons dans le cadre de notre stratégie actuelle. Et donc, ce programme aussi permet à des étudiants d'avoir... Vous nous définissez un peu ce que c'est que ce projet Pépite France, c'est ça ? Alors, Pépite France, c'est partenaire. C'est un dispositif qui repose sur 2 volets. Le statut national de l'étudiant entrepreneur, et la création de centres, donc de pôles, ce qu'on appelle nous des pôles, de pré-incubation entrepreneuriale au sein des universités. Et il y a une condition de nationalité, c'est ça, pour y en faire partie ? Non, pas du tout. Non. En France, les pôles pépites, il y en a 33, peut-être un peu plus maintenant. Et quelles sont les conditions pour faire partie de ce... Il faut être étudiant et avoir une idée de projet. Et donc, chaque étudiant candidate à ce statut. Et une fois qu'il est inscrit, qu'il bénéficie en fait des avantages liés à ce statut, il a la possibilité justement d'être accompagné depuis son idée de projet, quel que soit le niveau d'avancement de son idée de projet. Oui. Ça peut être rien qu'une idée ou déjà un projet avancé, et vers la création de start-up. Et quel est le plus proche de Marseille pour accéder à ce... On a Maroc, on a toutes les universités en Tunisie. Bon, il y a un statut national dans près d'une quinzaine de pays. D'accord. Donc Maroc, Tunisie, Liban. Est-ce que c'est accessible aussi à des étudiants étrangers qui seraient en France ? Alors, il faut être inscrit dans une université au niveau du pays. Du pays, d'accord. Voilà. En France, il y a les pôles pépites. D'accord. C'est aussi une autre porte d'entrée. Et là, la porte d'entrée, c'est quoi ? C'est l'université du pays. D'accord, excusez-moi. Très bien, on y voit un petit peu plus clair. Alors, on va passer maintenant à votre collègue qui va nous exposer un petit peu le programme que vous coordonnez, ce programme Entreprendre. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. En fait, on était là plutôt pour parler du programme de mobilité. Mais dans le contexte, ils sont liés parce que le programme de mobilité, il est quand même beaucoup orienté sur l'employabilité des étudiants, et donc certains sont peut-être des futurs entrepreneurs. Mais le point commun aujourd'hui, c'était la mobilité. Donc moi, je vais parler du programme PIMEF. Donc c'est un programme international de mobilité et d'employabilité francophone. Donc c'est un programme très ambitieux que l'AUF a porté pour répondre à un constat depuis des années. Les universités membres nous disaient « mais toutes les mobilités, c'est vers le nord ». Les étudiants, ils ne font que vers le nord, 90%, c'est du sud-nord. Et on a cherché à proposer, à structurer un dispositif
qui permettent aux étudiants d'aller de Dakar à Yaoundé, enfin, de faire des mobilités sud-sud, pas seulement, mais en tout cas avec une priorité pour les mobilités sud-sud. Et ce qui est intéressant, donc ce programme a été validé par le sommet de la francophonie. Il y a des États qui se sont engagés déjà à le soutenir. On le veut ambitieux. Il y avait des initiatives. L'AUF gère des bourses depuis longtemps, mais on voulait un grand programme avec plus d'impact, un Erasmus francophone, voilà, pour donner l'image. Et voilà, ça se fait. Ça va être lancé officiellement ce mois-ci. Pour l'instant, on commencerait avec des mobilités pour des niveaux master et doctorat et de courte durée. Donc c'est quoi la courte durée ? Jusqu'à 4 mois. Pas mal déjà. Et ce qui est intéressant, il y a 3 types de mobilité. Il y a les bourses, les mobilités d'études pour faire un semestre quelque part, c'est classique, de recherche, donc faire un séjour dans un laboratoire de recherche, ce qui peut être très important pour les chercheurs qui ont besoin de données de terrain. Et troisièmement, les stages professionnels, c'est-à-dire un stage dans une entreprise, une association, une organisation qui accueille l'étudiant. Et donc voilà, tout ça, on le fait parce qu'on a le réseau, Dragana l'a présenté, on s'appuie sur ces 200 implantations, sur nos universités membres, pour accueillir les étudiants dans des bonnes conditions. Ce sont des étudiants niveau master, etc., et chercheurs, qui sont dans des pays du Sud. Alors, c'est des étudiants qui sont inscrits dans un de vos partenaires ? Dans une université membre. Oui. En fait, c'est les universités qui vont définir leur capacité d'accueil et d'envoi. D'accord. Donc, l'université va adhérer à la charte, aux conditions du programme. C'est plutôt l'université qui est moteur, ce n'est pas des candidatures individuelles qui sont sur une plateforme, c'est l'université qui va les proposer ? Il y a une certaine validation, c'est en train d'être décidé, mais il y aura une validation par l'université d'abord des postes qu'elle propose, des offres pour accueillir des étudiants, et ensuite des étudiants qu'elle envoie, et troisièmement des candidatures qu'elle va accepter. Et derrière, l'AUF vous offre une bourse qui permet de prendre en charge le voyage, une partie du séjour, les frais d'inscription. L'AUF est en train de fédérer les efforts de plusieurs partenaires, des gouvernements, des établissements membres, des partenaires. Vous avez ouvert une tirelire. Et puis, voilà, pour pouvoir financer tout ça. D'accord, oui, parce que c'est quand même la clé. Hein. Voilà, et les déplacements, c'est cher, le séjour, c'est pas évident. Après, je suppose que les frais d'inscription, on doit pouvoir discuter. Mais... Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir en parler. On mobilise le réseau des clubs leaders étudiants. D'accord. C'est un réseau qu'on a soutenu. Et ces clubs sont locaux, ils sont dans les universités et ils vont pouvoir accueillir les étudiants qui sont en mobilité pour leur permettre de s'intégrer plus facilement. Bon, on va passer la parole à Noah Clair, puisqu'il ambitionne de faire partie de ces réseaux et peut-être d'être actif. Allez-y. On fait déjà partie du réseau CLEF du coup via Acced Pro Entrepreneur. Moi je suis président du coup d'Acced. Acced c'est une association loi 1901 étudiante de Cage Business School qui fonctionne donc en 2 volets. En premier temps, c'est un cabinet de conseil pour aider individuellement les entrepreneurs à tarif associatif, donc à crédibiliser leurs projets auprès des banques et des investisseurs. Et dans un second temps, on organise des événements entrepreneuriaux à Marseille, Tunis, Casablanca et Abidjan, donc uniquement dans les pays francophones, pour justement fédérer les entrepreneurs francophones et essayer d'établir le plus grand réseau d'entrepreneurs francophones au monde. Aujourd'hui, on est à peu près 30 000 entrepreneurs, on a un réseau d'à peu près 30 000 entrepreneurs francophones et on fait également du coup partie du club des leaders étudiants francophones qui nous accompagnent évidemment sur tous nos événements puisqu'ils sont sponsors et partenaires. Et qui nous met à disposition également les outils pour présenter justement, faire la promotion de nos événements et la promotion de nos activités et de nos valeurs auprès de sommets comme à Bruxelles ou encore très prochainement au Canada. Je voudrais que vous nous parliez de votre événement, le phare de l'entrepreneuriat, c'est ça ?
Alors, Ça a commencé à Marseille, si je me souviens bien. alors ça a commencé en 1996 à Marseille, tout à fait. Le but du phare de l'entrepreneuriat, c'est un rendez-vous annuel pour tous les entrepreneurs ou pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Le phare, il est rythmé de plusieurs activités, en tout cas à Marseille, avec donc un salon d'exposants où tous nos partenaires, qu'on désigne comme étant les acteurs les plus susceptibles, ou en tout cas ceux qui sont susceptibles de mieux aider les entrepreneurs. Donc sur ce salon d'exposants, ensuite on a le concours de pitch, la pitch battle, comme on l'appelle, où les entrepreneurs viennent pitcher à nos sponsors et nos partenaires leurs projets et tentent du coup de gagner des subventions. Sur le phare à Marseille l'année dernière, on a donné 15 000 euros de financiers bruts. Euh, et ensuite, on a aussi des conférences et des tables rondes, comme ici à Emerging Valley. Et le but, voilà, c'est de montrer aux jeunes, à la jeunesse marseillaise, que l'entrepreneuriat est une des portes pour le succès et aussi. Parce qu'entreprendre, on entend beaucoup, c'est un mot qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on nous transmet beaucoup, notamment nous en école de commerce. Mais entreprendre, c'est bien, mais il faut être extrêmement bien accompagné, parce qu'aujourd'hui, plus de 50% des startups échouent au cours des 5 ans, et c'est pas pour rien. Et il y a beaucoup d'acteurs, ça fait un énorme brouillard, et c'est pour ça qu'on a décidé de construire le phare pour guider un peu ces jeunes entrepreneurs dans le brouillard d'acteurs de l'écosystème. Et vous avez essaimé, vous avez créé d'autres phares dans l'entrepreneuriat dans d'autres pays. Exactement, c'est ça. On a commencé par Casablanca, Tunis, et l'année dernière, donc c'était la première édition du phare à Abidjan. On voulait le faire Et à... là, ça se fait avec des universités ou des établissements scolaires d'enseignement, pardon, qui sont partenaires de Kedge. Exactement. À Abidjan, on a BEM, qui est notre école, c'est un campus de Kedge, mais à Abidjan. On a aussi BEM Dakar au Sénégal. Et en fait, sur place, comme nous, on organise les phares avec notre équipe, donc à Acced, on est 30 membres. On organise du coup à distance, évidemment, et on est partenaire avec des JE sur place, auxquels on délègue les tâches et qui nous aident à organiser. Les JE, c'est quoi? Les juniors entreprises. D'accord. Sur place, dans les écoles de commerce sur place, ou les écoles de management, ou même d'ingénieurs. Et en fait, ils nous aident directement pour organiser le phare en amont. Et après, nous, on part du coup avec l'équipe en question du phare une semaine pour organiser le phare, et toujours en coopération avec les juniors entreprises sur place. Ça marche? Ça marche plutôt bien, puisque ça fait depuis 28 ans qu'on fait ça, donc j'imagine que ça marche. Chaque année, le budget des phares s'agrandit, on arrive à ramener des partenaires de plus en plus prestigieux, on arrive à être invité à Emerging Valley et à être en table ronde, donc c'est que ça marche. L'année dernière, on a ramené des partenaires comme BPI, le Crédit Agricole, la Métropole Aix-Marseille, la ville de Marseille, ou encore des élus. Et donc, oui, ça marche plutôt bien. Bien. Que vous apporterait que vous apporte le fait d'être dans un réseau de la francophonie? Alors, deux choses. Comme l'ont dit l'AUF, nous, déjà, des outils du réseau, puisque le réseau francophone est énorme, et c'est un point commun qu'on a tous et qui nous donne tous envie de s'aider et de se mettre en relation, c'est une première chose. Ensuite, au niveau de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, la francophonie et la mobilité internationale, pour moi, c'est sûr que, même je le vois à travers les événements qu'on organise et les témoignages des entrepreneurs qu'on aide à travers le cabinet de conseil ou qu'on met en relation avec les phares, c'est un levier d'employabilité et un levier de création d'entreprise, puisque... C'est le tampon à participer au phare de l'entrepreneuriat? Pas uniquement, mais simplement le fait de partir dans d'autres pays, même si il n'y a pas cette barrière de la langue puisqu'on parle de pays francophones, ça témoigne d'une certaine ouverture d'esprit, et ça nous permet de penser d'une manière différente qui peut nous rendre beaucoup plus pertinents après quand on retourne de là où on vient. Et c'est aussi ce que cherchent les recruteurs, cette expérience internationale. C'est pour ça que les écoles de commerce nous poussent de plus en plus à partir à l'international, et que ça devient même des requis diplômants pour certaines. Ça montre que c'est un vrai plus sur un CV dans un premier temps. Et pour ce qui est du levier de création d'entreprise et de pertinence de l'entreprise, c'est certain que ça apprend également une autre manière de penser. Les mœurs ne sont pas forcément les mêmes, on découvre de nouvelles cultures, et ça nous rend beaucoup plus pertinents, notamment au niveau du positionnement et du marketing pour l'entreprise. Et enfin, évidemment, la mobilité permet l'accessibilité à un marché de consommateurs plus grand, et aussi à un positionnement du coup plus efficace, et à un plus grand nombre d'investisseurs,
puisque du coup, on ne se pose pas à la barrière du territoire national. Très, très important ce que vous dites, puisqu'on parle mobilité. La mobilité, c'est pas simplement prendre l'avion et puis descendre dans un hôtel et puis reprendre l'avion. Si on se contente de ça, on n'a rien vu. Mais si effectivement c'est un relationnel, on l'a vu tout à l'heure dans la plénière, je ne sais pas si vous y étiez, et même le patron de la plus grande plateforme de financement de l'innovation vous dit, alors que lui, il manipule des millions et des millions et des millions, il vous dit c'est d'abord l'humain qui va compter, puis après ça va déclencher. Mais il y a d'abord une relation humaine qu'il faut nouer. Ça ne se fait pas que simplement avec des visios, il faut aussi pouvoir rencontrer les gens. Et ce que vous dites est très important sur le fait que, étant étudiant, ça ouvre effectivement et ça va faire dans l'entreprise une sensibilité différente. Sur notre débat, on voit que ce n'est pas technique, mais que c'est d'abord humain. Je voudrais continuer sur l'enseignement, puisqu'on a Pascal Canic avec nous, donc cofondateur et président de School Lab. D'abord, Pascal, dites-nous un petit peu ce qu'est School Lab, et après on verra un peu ce que vous attendez de la francophonie. Merci beaucoup. Moi, c'est Pascal Canic. Je viens de la RDC, donc je suis là parce que c'est aussi le plus grand pays francophone et le pays ayant le plus de francophones, le deuxième pays ayant le plus de francophones au monde. Et j'ai été accompagné par l'Organisation internationale de la francophonie en 2021. Et donc, je gère School Lab que nous avons cofondé avec mon associé en 2018. C'est une plateforme de l'éducation. Donc, il y a l'éducation, il y a la francophonie et il y a l'entrepreneuriat. Et donc, cette plateforme de l'éducation que nous avons développée pour améliorer la qualité de l'apprentissage en Afrique, pour éviter notamment les inégalités, mais aussi ces rapports de force avec les futurs, les jeunes issus de la diaspora, les jeunes issus des pays francophones, par exemple de l'Occident, qui ont plus d'avance parfois, parce que la qualité de l'éducation en Afrique, parfois, ce n'est pas toujours bien. Et donc, nous avons développé ce coup-là pour améliorer la qualité de l'éducation. Aujourd'hui, nous travaillons aussi avec les programmes de développement des compétences. Et quand on parle de mobilité, bon, ceux qui sont en Afrique, s'ils doivent aussi se développer ou aller ailleurs, il faut qu'ils aient des compétences. Et donc, nous développons des cours pour des compétences pour des jeunes Africains francophones, et notamment pour qu'ils soient compétitifs. Et ces cours, la particularité des School Lab, c'est que c'est accessible même en zone rurale où il n'y a pas de connexion Internet. Donc, c'est pourquoi c'est une plateforme, je crois, la plus adaptée pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous gérons un peu plus d'1 million d'élèves chaque année. Nous sommes en contrat déjà avec le gouvernement congolais. Je crois que c'est le gouvernement du plus grand pays francophone, une fois de plus. Et nous sommes dans 4 pays, notamment 3 pays francophones. Et c'est la francophonie qui nous a accompagnés jusqu'à ce que nous soyons à Dubaï, où nous avons installé notre siège. Mais c'était grâce à un programme de la francophonie, des pionnières de l'entrepreneuriat francophone. J'étais parmi les lauréats de la première édition. Et donc, nous avons suivi une incubation jusqu'à ce qu'il y ait eu des investisseurs qui ont misé sur nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'internationalisation, notamment avec Marseille Innovation, avec Soft Landing, le programme de ex-Marseille. Merci. Vous faites quel niveau d'enseignement ? C'est vraiment le primaire, le secondaire, dans l'enseignement de base. C'est l'enseignement primaire, d'accord. Primaire, secondaire, et donc nous aidons d'abord à améliorer la gouvernance du système éducatif. Donc c'est quoi? C'est le directeur de l'école primaire? Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous leur enseignez? Alors, nous avons d'abord une plateforme all-in-one. C'est ceux qui connaissent Pronote. Il y a une partie qui est comme Pronote, mais offline. Il y a aussi une partie qui est comme Open Classroom, toujours offline. Et donc, c'est pour les enseignants, je ne comprends pas bien là. Dites-moi. Il y a d'abord pour les gouvernements, oui. On améliore le système, la gouvernance. Oui. Pour les directeurs, l'administration. Oui. Pour les enseignants, ils accèdent aux ressources, mais ils peuvent aussi eux-mêmes diffuser des contenus. Oui. Pour les élèves, ils trouvent du contenu éducatif. Et pour les parents aussi, les suivis scolaires. Et nous avons les certifications digitalisées avec les universités. Au Congo, par exemple, tous les diplômes d'État, nous avons digitalisé la génération et les missions. Ah, vous allez jusqu'au diplôme Jusqu'au diplôme d'État. Et nous avons relié notre système à toutes les universités, par exemple au Congo, qui deviennent liées au système secondaire, donc des diplômes déjà électroniques avec Orange, Vodacom, tous puissent chez nous, ils envoient par les SMS. Mais nous avons relié les systèmes pour lutter contre la fraude aussi. Ah oui. Donc les universités interconnectent l'inscription des élèves à notre plateforme qui génère des diplômes. Et donc ça lutte contre la fraude
contre la corruption. Et nous avons aussi digitalisé tous les systèmes d'inscription des élèves aux certifications officielles, ce qui fait qu'on a supprimé plus de 20 millions de papiers qui étaient utilisés chaque année. Donc il y a un impact social énorme en termes de qualité des contenus, parce que les enseignants peuvent trouver du contenu dans nos tablettes offline. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, nous sommes là. En Afrique, souvent on dit, oui, la Banque mondiale, l'OIF, tout le monde apporte des aides, des millions depuis l'indépendance, en 1960 par exemple. On a des millions de financements dans l'éducation. Mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Parfois, on amène des livres papier aujourd'hui pour aider les écoles, le système en Afrique. Mais après 5 ans, c'est détérioré. Aujourd'hui, nous sommes dans une optique de dire une seule tablette dans une école avec une bibliothèque embarquée peut être une bibliothèque scolaire. Et c'est plus facile d'équiper toutes ces écoles en Afrique en bibliothèque numérique qu'en bibliothèque avec l'ancien système. C'est moins coûteux et c'est beaucoup plus durable. Donc c'est ça en fait notre approche. Nous sommes dans une approche de digitalisation de l'éducation en Afrique et c'est la réalité. Ce n'est pas du rêve, nous sommes déjà sur le terrain. Et aujourd'hui, nous croyons que la francophonie, parce qu'on est aussi entrepreneur francophone, il y a cette thématique où on dit que l'entrepreneuriat n'est pas assez développé au sein de la francophonie, mais nous croyons que oui, il y a des mouvements, il y a du changement. Nous sommes issus de la francophonie, nous sommes dans des pays anglophones, nous vendons, et donc c'est possible aussi que les étudiants francophones, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Afrique, pensent que c'est possible d'entreprendre et de réussir. Et donc voilà un peu pourquoi je suis là. Quelles sont les applications que vous avez pu implanter en dehors de votre pays? Quand vous allez dans notre pays, le Sénégal, je ne sais plus quel autre pays vous m'avez cité, quand vous vendez dans ces pays-là, qu'est-ce qui les intéresse dans votre système? Alors, l'application, c'est toujours Schoolap. C'est une application mobile, Android et tout, mais aussi web, desktop. C'est Schoolap, c'est la même application, c'est scalable. On adapte selon les concepts ou les contextes éducatifs de chaque pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a même quelqu'un au Burkina Faso qui travaille avec nous au Sénégal, Bénin, Kenya et déjà Congo-Brazzaville aussi. Donc, nous amenons la même application, mais on fait la personnalisation selon les systèmes éducatifs du pays. Mais c'est la même application. Et donc, ce qui fait vraiment la différence, c'est quoi? Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons interrogé une centaine d'écoles qui avaient déjà des applications de digitalisation, de gestion des écoles. 50% de ces écoles ont accepté de switcher vers notre solution. Pourquoi? C'est offline déjà. L'Afrique a un problème de connectivité en général. Plus de 70% des territoires ne sont pas connectés. Il y a aussi le problème du coût d'accès à Internet. Donc, si vous donnez à une école une application qui doit tourner uniquement avec l'Internet, c'est déjà un coût additionnel pour l'école. Donc, nous, déjà, le fait que nous vendons à bas prix, à $300 uniquement, pour que l'école utilise toutes les fonctionnalités, $300, mais aussi l'école n'est pas obligée d'activer les forfaits Internet tous les jours pour gérer son école. Donc, on supprime aussi ces coûts d'utilisation. Vous êtes adapté à la ressource telle qu'elle existe. Exactement, et pas telle qu'on peut l'imaginer. Au contexte de l'Afrique, contexte socio-économique. Donc, déjà, le pouvoir d'achat qui est faible, mais aussi l'infrastructure qui n'est pas là. Donc, nous avons développé une solution panafricaine du point de vue du contexte, mais aussi Ophélie, qui est là, notre associée, qui est française, et elle a fait quelques sondages ici, même ici, il y a des écoles qui ont dit la solution aussi est intéressante pour elles. Parce que ce n'est pas partout où il y a l'Internet de qualité. Mais ça coûte aussi quand même quelque chose d'utiliser une solution hyper connectée. Et donc, vous voyez, nous allons faire aussi ce qu'on appelle les Reversal Innovation. L'innovation peut aussi venir de l'Afrique pour conquérir l'Occident. Et nous croyons sérieusement à ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes dans les soft landing, pas pour s'installer en France parce qu'on veut être en France, mais c'est parce que nous croyons que nous pouvons partir de l'Afrique pour être compétitifs à l'international. Donc, ça aussi, c'est un narratif que nous pensons que ça va changer avec le temps, mais que c'est possible de le faire. Merci, on va venir à Marseille avec Lorraine Falconetti. Alors, la ville de Marseille est engagée dans des programmes sur la francophonie. Vous allez nous dire en quoi, pourquoi, comment? Oui, alors on n'est pas tant
on n'est pas tant engagé, enfin, on est engagé sur de la francophonie, mais c'est pas le cœur de notre activité. Bien sûr. Hein. Nous, c'est, enfin, en l'occurrence, le pourquoi de ma présence aujourd'hui, c'est de parler de la mobilité internationale des jeunes et comment la ville de Marseille fait en sorte de favoriser la mobilité internationale. Alors, on n'est pas tout à fait sur le même registre que l'AUF, où c'est pas tant dans le cadre d'un apprentissage, d'un enseignement ou d'études supérieures. Là, on est plutôt sur de la mobilité qui s'entend par des dispositifs européens ou nationaux et qui touchent des jeunes de 18 à 30 ans sans condition de diplôme et avec des dispositifs donc, tels que le service civique international ou le corps européen de solidarité ou encore le stage pro d'Erasmus+. Des dispositifs qui vont permettre de travailler soit des mobilités formelles qui ont un cadre d'apprentissage, soit des mobilités informelles qui, elles, ont plus une vocation de développer l'engagement, le bénévolat, le volontariat. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille. Et en fait, donc on a développé, ça fait maintenant 7 promotions de jeunes. Donc ça fait depuis 2016. Tous les ans. De combien On est par promotion, on est à une quarantaine de jeunes à peu près. Tous les ans, via un appel à projet qui est voté en conseil municipal, on sollicite le tissu associatif local spécialisé dans la mobilité internationale, qu'on va considérer comme des opérateurs, pour faciliter les mobilités et développer ces promotions de jeunes et qui sont aussi orientées dans... Et derrière, une fois qu'ils sont retenus, ils ont quoi? Ils ont une bourse, ils ont un programme, un accompagnement? Non, alors en fait, il s'avère qu'on s'appuie sur ce que je vous disais tout à l'heure, des dispositifs qui sont existants et qui ont donc une mécanique qui leur est propre et avec leur propre financement. Donc nous, on vient, on va dire, ajouter une ligne financière sur ces dispositifs-là. Donc les jeunes sont pris en charge dans le sens où leur transport... leur transport est pris en charge, ils vont être aidés à être hébergés une fois qu'ils sont arrivés sur leur destination, etc. etc. Donc le cadre, nous, on n'y touche pas, on vient s'ajouter. Mais effectivement, ce qui nous permet, nous, de travailler, ce sont différents types de cibles parmi ces jeunes, avec des missions plus ou moins courtes ou plus ou moins longues. Donc on a des missions qui débutent à 2 mois. Les missions courtes ayant pour vocation de favoriser notamment les jeunes ayant moins d'opportunités, qui sont éloignés des mobilités, qui n'ont pas une vocation ni d'habitude, ni familiale, ni sociale à pouvoir partir à l'étranger. Et là, ils vont dans quel type de pays Alors, il n'y a pas de type de pays particulier en fonction de son niveau d'éducation ou de son niveau social. C'est-à-dire que tout est accessible partout, pour tous. Nous, on a la chance à la ville de Marseille d'avoir un maillage quand même assez conséquent à l'international en s'appuyant sur 16 jumelages et une quarantaine d'accords de coopération dans le monde entier. Donc, on n'a pas de frein sur les destinations puisqu'on a la chance de travailler avec des villes en partenariat direct. D'ailleurs, pour répondre à la question de la francophonie, on a une part de nos mobilités qui est de l'ordre d'à peu près 35%. 35% des promotions concernent des pays francophones. Voilà. Et après, on a aussi un accent assez fort qui est mis sur, effectivement, favoriser une meilleure employabilité des jeunes. Alors, on en a déjà parlé juste avant, effectivement, avec le fait qu'un jeune partant en mobilité, qu'elle soit courte ou plus longue, il va pouvoir développer son savoir-être, développer son savoir-faire, bien sûr, mais acquérir des compétences interculturelles qui sont vraiment très... valorisable après pour un retour de post-mission. On a entendu avec Noah tout à l'heure, il nous disait très concrètement ce que ça voulait dire pour les étudiants de Kedge d'avoir vécu le fait d'aller accompagner, ne serait-ce qu'une semaine, une équipe sur place pour organiser une manifestation. Qu'est-ce qu'ils ramènent dans leur bagage quand ils reviennent, les jeunes qui ont participé à vos programmes ? Alors, ça va être vraiment différent en fonction des profils, mais pour les profils des jeunes ayant moins d'opportunités, ils reviennent avec une expérience unique qu'ils n'auraient jamais pu envisager, c'est-à-dire une expérience pour laquelle on les prépare, enfin ils sont préparés, ils sont accompagnés, etc. Ils reviennent avec
pour un stage pro qui peut être réalisé, je sais pas, en Allemagne ou ailleurs. Ils reviennent avec des petites compétences supplémentaires. Et puis surtout, ils gagnent en confiance, en ouverture d'esprit. Il y a une des associations avec laquelle on travaille qui avait initié une étude justement pour savoir les jeunes et après. Et effectivement, dans le déclaratif des jeunes, c'était de l'ordre de 70% des jeunes qui vraiment constataient que ça leur avait donné confiance, qu'ils avaient pu réussir à promouvoir les compétences acquises dans leur mission durant des entretiens professionnels. Pour certains, ils avaient quelque chose à raconter en entretien professionnel, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Et puis il y a ce que ça apporte aussi. Ça a beaucoup favorisé un meilleur engagement aussi citoyen. C'est qu'il y a quelque chose un peu latent sur ces notions-là, où de nombreux jeunes rentrés de mission se sont engagés dans des associations locales. Voilà, pour vous donner quelques statistiques rapides sur nos promotions, post-promotion de mobilité, on a à peu près un quart des jeunes qui vont vers l'emploi, un quart des jeunes qui vont vers une reprise d'études, alors qu'ils avaient souvent arrêté leurs études. Et on a un autre quart des jeunes qui veut repartir. Et parce qu'on a la chance justement de pouvoir travailler sur des dispositifs tant européens que nationaux, et ils sont cumulables, ces dispositifs. D'accord. Et donc voilà, et à peu près les grandes lignes. Alors vous m'aviez dit qu'il fallait que Léna Charbonnier parle après vous. Quel lien vous avez? Oui, parce que alors on n'a pas de lien direct, il n'y a pas de corruption dans cette salle. J'espère. Mais il s'avère que au-delà de favoriser une meilleure employabilité des jeunes, etc., la mobilité internationale des jeunes telle que nous on la conçoit, en tout cas donc pas étudiante, elle peut aussi conduire vers l'entrepreneuriat. Et pour tout vous dire, donc Léna Charbonnier a fait partie d'une des promotions soutenues par la ville de Marseille. Le lien est là. D'accord. Alors Léna Charbonnier, oui. Racontez-nous l'histoire. Alors j'ai eu l'opportunité de partir. Vous êtes fondatrice de Aune, A-U-N, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une marque de vêtements. D'accord. Qui est née lors de ma mobilité internationale en Inde. Je suis partie 8 mois en septembre 2023. Dans les bidonvilles de la capitale, à Delhi. Ouais. Je suis partie pour donner des cours d'anglais de base. Je venais de terminer mes études et je voulais m'engager de façon volontaire à l'international pour voyager en même temps et pour voir l'Inde dans un cadre un peu plus sécurisé que le voyage en sac à dos, on va dire. Et en arrivant sur place, j'ai découvert que je n'étais pas assez douée que ça en anglais. Et je me suis rabattue en fait, sur le programme d'émancipation des femmes qui était proposé au sein de l'ONG, donc qui est une opportunité pour les femmes qui vivent dans les bidonvilles en Inde d'être formées à un métier qui est principalement le tissage du coton, la couture, la broderie. Et en fait, face à tout ce programme-là, face aux difficultés qu'avait l'ONG sur place et aux enjeux sociaux qui m'ont vraiment marquée, j'ai lancé la marque Aune de fil en aiguille pour soutenir l'ONG. Fil en aiguille, c'est le cas de le dire. Oui. Et qu'est-ce que vous faites avec le fil et l'aiguille alors? Alors du coup, je crée des vêtements réversibles éthiques et responsables. C'est des vêtements en coton, 100% coton. Parce qu'il faut savoir que quand on va en Inde, on a aussi cette confrontation à la fast fashion, à la pollution, à l'impact négatif de la mode. Moi, j'étais dans les bidonvilles de Delhi, donc j'ai été confrontée à des personnes qui sont exploitées par ce monde-là. J'ai pu aller à Delhi dans les montagnes de déchets, comme dans le film Wall-E, des montagnes qui sont réelles, qui font des kilomètres de long et de haut. Et en fait, face à tout ça, j'ai voulu apporter ma petite touche personnelle et essayer de trouver une solution pour en France, accompagner un changement de consommation, puisque la mode responsable devient de plus en plus importante. Et en Inde, de soutenir une ONG et de soutenir l'émancipation des femmes là-bas. D'accord. Et aujourd'hui, on trouve vous en êtes toute votre entreprise. Vous avez créé une collection. Vous en êtes à quelle étape?
Alors, l'entreprise, elle a moins de 6 mois. Ah oui, c'est tout jeune, d'accord. Ouais, les ventes ont moins de 6 mois. Donc, pour l'instant, c'est du e-commerce sous forme de précommande, puisqu'on reste dans une dynamique d'éco-responsabilité au maximum. J'ai lancé les ventes officielles du site internet en octobre, donc il y a moins de 2 mois. Avant ça, je suis passée par une étape de crowdfunding pour trouver les financements et pour tester le produit en premier lieu, parce qu'il faut savoir si ça va fonctionner, s'il y a de la demande. Il y en a eu. On a atteint l'objectif à plus de 120% sur la campagne. Donc j'ai lancé au fur et à mesure. Et donc là, il y a la recherche d'investissement, il y a la recherche financière, parce que de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Et après, donc l'objectif, c'est de développer sur la prochaine année toute une collection pour les hommes et pour les femmes. Alors, qu'est-ce que vous créez pour les hommes? Qu'est-ce que vous créez pour les femmes? Dites-nous. Alors, ça va être toujours des vêtements en 100% coton. D'accord, mais quoi? Les chaussettes, la cravate? Non, mais plus de cravate. Qu'est-ce qui reste? Ça va être ce que si, je porte. il y a une cravate encore, bravo. C'est bien. Ça va être ce que je porte. Ça va être des vêtements intemporels qui ne suivent pas les cours de la mode. Parce que la mode change, tous les 2 mois, ça change. Faut ce qui est beau doit passer de mode, oui. C'est ça. Et donc, l'objectif, c'est de valoriser des pièces qui sont intemporelles, des pièces qui sont réversibles, qui vont durer dans le temps et qui vont pouvoir s'adapter à n'importe quel style vestimentaire aussi. D'accord. C'est-à-dire que chaque pièce est accaparée par la personne en fonction de ce dont elle a besoin et de comment elle s'exprime au niveau de sa personnalité. D'accord, on comprend mieux. Alors, on va terminer là. Je vais juste vous poser une dernière question. On est sur la mobilité. On a bien entendu ce que ça apporte. Je sais que ça fait écho à beaucoup de mon expérience. Je ne suis jamais revenu d'un voyage à l'étranger, un vrai, j'entends pas un aller-retour avec... Ça m'est arrivé d'en faire pour le boulot, mais l'avion, l'hôtel, le retour, ça c'est ingrat, il faut éviter. C'est nul et ça n'apporte rien. Mais... voilà, 1 ou 2 jours simplement de plus avec du vrai contact avec la population. À chaque fois, j'en suis jamais revenu, je vais dire jamais revenu indemne pour montrer que ça touche. Et qu'il y a à chaque fois quelque chose, peut-être d'indicible, mais qui a changé. Et puis quand l'actualité passe, ben voilà, c'est des régions, des places, des rues, des gens où ça fait écho, puisque pas toujours en bien. Je pense au Liban, où je suis allé souvent. Je sais malheureusement où se passe un certain nombre de choses, mais ça fait écho à des vrais gens. C'est pas de l'abstraction, c'est pas du jeu vidéo. Et je crois que les voyages sont toujours quelque chose d'important. Alors on sait qu'il y a débat sur leur impact sur le climat, mais je crois qu'il faudra quand même ne pas renoncer au voyage parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour notre humanité, à nous individuellement et collectivement. Alors je vais vous passer un petit coup la parole pour dire qu'est-ce que la mobilité. Qu'est-ce qu'on retient si vous dites des gens vous voyez des jeunes ou des gens qui bougent pas trop, un peu casaniers, la mobilité, ça va t'apporter quoi? Ben, ça va te faire voir la vie différemment. Ouais. Après, voilà, on peut vraiment développer. Enfin, les gains sont tellement conséquents. C'est sortir des sentiers battus, se remettre un peu en question, gagner en compétences, gagner en savoir-faire. Enfin, c'est se questionner aussi, aller chercher un peu plus loin, être curieux, être ouvert d'esprit. Enfin, il y a vraiment beaucoup de valeur ajoutée au fait de partir. Et oui, par exemple, en Allemagne, il est de tradition de faire une année de césure pendant ses études. Et voilà. Typiquement, c'est un exemple qui pourrait être aussi démocratisé chez nous ici. Tout à fait. On ne considère pas trop en France le fait d'arrêter ses études. Quand on voit un trou d'une année dans un CV, voilà. Déjà on se pose des questions. C'est louche. Voilà, c'est aussi le message à faire passer, c'est aussi de faire évoluer les mentalités sur ce sujet, de se dire mais non, c'est pas une année de perdu, c'est pas 6 mois de perdu. Il a fait le tour du monde, c'est peut-être pas mal. Et voilà, et c'est peut-être vraiment un asset pour l'avenir. Pascal Canic. Alors, moi, je dirais... Ça vous a intéressé de voyager quand même? Oui, je dirais que la mobilité, c'est surtout aussi pour le changement des paradigmes. Parce que quand on est né dans un pays, on se fait des idées, souvent qui ne sont pas vraies, du reste. Il y a par exemple des gens, quand on parle Afrique, ils voient la forêt. Oui. Il y a des gens comme ça. Oui. J'ai Oui. déjà rencontré des personnes. Ah, mais oui, vous vivez avec des animaux. Oui. Mais ce n'est pas ça. En Afrique, il y a aussi Hilton, il y a Novotel, il y a aussi des grandes villes. Et il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ne se sont jamais déplacés
Et dans leur tête, c'est un autre monde. Et il y a aussi des opportunités. Les jeunes, par exemple, les étudiants, vous êtes étudiant en Europe, en Occident, vous avez des connaissances. Mais ces connaissances, quand vous voyagez, vous pouvez les mettre dans un autre contexte et ça peut changer complètement votre vision du monde. Ça veut dire, peut-être entreprendre en Occident, ça peut être plus compliqué qu'entreprendre en Afrique. Parce que tout est déjà fait ici, presque. Mais si vous avez des connaissances, presque, quand même, hein. presque oui. Presque. Mais à 90%, tout est fait. Ouais. Mais par exemple, dans des pays africains, il y a encore 90% des choses à créer. Ouais. Et donc, si vous êtes ici, vous êtes étudiant, prenez du temps quand même de passer en Afrique, Regardez, de voir un peu comment ça se passe, et comment les gens travaillent, l'énergie, et puis il y a tout ça. Et puis vous pouvez trouver des associés là-bas, tout en restant dans les conforts ici, et vous travaillez pour créer peut-être des entreprises qui vont changer complètement la vie des millions de personnes. Donc il y a aussi ça, les opportunités à saisir. Il n'y a pas que dans des pays d'origine. Et donc la mobilité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager, surtout pour les plus jeunes qui peuvent prendre plus de risques. Il ne faut pas qu'ils hésitent à bouger un peu. Merci. Noah Claire, donc le voyage, vos collègues de Kedge, est-ce qu'ils bougent assez? Est-ce qu'ils bougent suffisamment? Est-ce qu'ils découvrent le monde? Nous, à Kedge, évidemment, on nous pousse à bouger, mais moi, je dirais que l'humain, c'est un animal social. Du coup, forcément, la mobilité, qu'elle soit intellectuelle, digitale ou même physique, grâce au programme de l'AUF ou même de la ville de Marseille, elle permet d'assouvir ce besoin de curiosité et de découverte. On le voit aujourd'hui, que ce soit pour les entrepreneurs, pour les élèves ou même pour les citoyens. On a envie de découvrir, on est confronté aux informations, aux JT, aux nouvelles, aux réseaux sociaux, et ce qu'on fait toute la journée, c'est découvrir. Ça nous propose des opportunités, c'est certain, comme l'a dit Pascal, les entrepreneurs aujourd'hui, que toutes les solutions sont digitalisées, toutes les solutions au final sont dites tech, puisque que ce soit la solution qu'elle propose, comme Pascal avec School-App, ou alors la manière de le proposer comme avec Own, du coup, la digitalisation permet cette mobilité intellectuelle. Si on n'a pas la chance de faire partie de programmes de la ville de Marseille ou de l'AUF, on a quand même cette possibilité de rencontrer des populations et de changer de paradigme, même ne serait-ce qu'intellectuellement et à distance. Donc moi, c'est sûr que je pousse n'importe quel élève et n'importe quel étudiant, n'importe quelle personne, n'importe quel entrepreneur à s'ouvrir et même à découvrir ces nouveaux marchés, ces consommateurs potentiels, ces investisseurs potentiels également, et toutes ces opportunités que réserve la mobilité internationale. Merci. Denitsa Dainovska. Je pense que tout a été dit. Non, mais que dire quand vous représentez la francophonie, vous leur dites visitez, déplacez-vous, allez-y. Et pourquoi? Oui, tout à fait. Je pense que pour les étudiants que nous, on soutient pour une mobilité, c'est vraiment cette ouverture vers une autre culture, un autre environnement, qui les force à développer des compétences qu'ils n'auraient pas fait s'ils étaient restés chez eux. Et c'est ça que je pense qu'ils valorisent après dans leur parcours, que ce soit pour postuler un emploi ou pour être entrepreneur ou dans un projet personnel, peu importe. Donc c'est ce changement de vision du monde qui est important. Dragana Drincourt. Que puis-je ajouter? Tout a été dit, c'est vrai. Nous, à l'AUF, on en est convaincus, forcément. Et vous-même? Mais pas en particulier, parce que nous, la francophonie, c'est l'ouverture vers l'autre, la découverte de l'autre, des autres cultures, c'est la diversité, même la langue française au sein de la francophonie est diverse. Le français se parle différemment d'un pays à l'autre, mais il nous permet de mieux nous comprendre et d'avoir cette ouverture d'esprit. Je pense que pour les jeunes, c'est essentiel. Dans le cadre de la mondialisation actuelle, il est très important qu'ils puissent aller vers l'autre, découvrir et faire évoluer les représentations qu'on peut avoir ou les idées reçues quand on est dans un pays donné, qu'on n'a pas pu aller voir ce qui se passe ailleurs et comment vivre les gens ailleurs, comment
comment le pays fonctionne. Donc c'est très très important pour nous. C'est notre cœur de mission, c'est la solidarité active, l'échange, les échanges de bonnes pratiques, les échanges aussi de mauvaises pratiques, parce que tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Donc les défis à relever, tous ces échanges que nous vivons au quotidien, puisque dans le cadre de l'AUF, nous développons tout un tas de programmes, de projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 1000 membres, donc c'est un réseau énorme. Et on touche plusieurs millions d'étudiants et de jeunes donc au sein de ces établissements. Donc c'est très très important pour eux de pouvoir avoir cette possibilité. Alors l'année de césure, c'est vrai que c'est vraiment, moi je pense, quelque chose de très important, mais bon, on n'y est pas encore dans beaucoup de pays, mais voilà, ces stages que nous allons proposer à l'AUF de courte durée, et notamment ces stages professionnalisants qui permettront aux jeunes de découvrir le monde de l'entreprise ailleurs que dans leur pays. Léna Charbonnier, vous nous avez évoqué là, votre voyage en Inde qui a été fondateur pour votre activité. Si vous refaites le film à l'envers, vous dites, quand je pars, là, je suis à l'aéroport, je me fais une image du pays. Ouais. Quelle est-elle? Puis je reviens. Qu'est-ce qui a changé là, fondamentalement? Alors, il y a eu un gros changement quand j'étais en Inde. J'avais beaucoup d'a priori en partant parce que je suis partie en tant que femme. Je suis partie en tant que jeune là-bas. Il y avait beaucoup de rumeurs, on va dire, sur le pays et la difficulté d'être une femme là-bas. C'est un pays que j'ai détesté les 4 premiers mois. Je ne dormais pas, je vivais très mal ma mobilité internationale. C'était très, très compliqué au début. Parce que j'ai l'habitude de voyager seule. C'est bien de dire que c'est pas aussi toujours évident. Non, c'est pas facile. C'est pas facile de partir déjà loin de sa famille, loin de ses repères, surtout dans un pays qui est complètement différent du sien. Le confort n'était pas là non plus parce qu'on était dans une ONG dans les bidonvilles de la capitale. Donc tout ça en fait rajoute énormément à la difficulté de s'adapter et de se sentir bien. Les 4 derniers mois, ils ont été extraordinaires parce que je me suis sentie chez moi. J'ai vraiment. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? J'ai fait un aller-retour en France pour Noël. Ah ouais. Pour aller voir ma famille. Et en fait, en revenant en France, puis en repartant en Inde, j'ai eu le sentiment de rentrer chez moi. Et c'est un sentiment que j'ai eu à nouveau. J'y suis retournée en octobre. Comme à la maison, quoi. C'est ça. Voilà. J'y suis retournée en octobre pour aider les ateliers à s'organiser. Donc, je suis repartie 2 semaines là-bas. Et en fait, quand je suis arrivée, c'est comme si j'étais partie 2 semaines. Et en fait, on s'attache très fortement au pays d'accueil. Parce qu'en fait, on évolue en tant qu'humain et on fait des rencontres qui nous changent complètement. Moi, mon parcours, il a complètement dévié avec ma mobilité. Je n'étais pas du tout partie sur l'entrepreneuriat, sur de la mode, c'est pas du tout mon monde, aucun des deux. Moi, je suis designer d'innovation sociale de formation, donc je suis dans l'aide à la personne, dans l'innovation sociale, dans voilà, tout ce type de projet. Et en fait, ça a complètement dévié ma route et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires en Inde qui m'ont profondément marquée et qui m'ont permis d'évoluer en tant qu'entrepreneur maintenant et en tant qu'humaine et que femme. Eh bien, merci. On va terminer sur ce beau témoignage. On vous applaudit. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite cette fois pour de bon un bon appétit.